Nintendo veut la fin de l'émulation et des mods. Bon, ça on le savait déjà depuis des années, hein, mais ces derniers temps, ils ont poussé ça à son extrême, en faisant fermer Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch le plus populaire, et a fait fermer Citra, l'émulateur Nintendo 3DS le plus populaire, et en allant carrément striker des vidéos YouTube de mode Pokémon qui datent d'il y a 7 ans pourtant. Même moi, je me suis pris un strike quand j'ai juste parlé du mode sur Palworld pour rajouter les bestioles de Game Freak. Donc en gros, je l'ai juste partagé, hein, c'est pas moi derrière, et j'ai quand même pris ça. Oui, si tu regardes cette vidéo au fil de longue, Big N va bientôt venir te choper par le col. Mais c'est pas possible! Mais est-ce raisonnable tout ça? Pourquoi une guerre sans merci ces derniers temps? Est-ce que ce sont les seuls à faire ça? Car on parle beaucoup d'eux, hein, mais même Valve, hein, qui est pourtant giga connu pour être ultra ouvert et qui a des jeux entiers qui sont nés de mode, genre littéralement Dota 2 ou Counter-Strike, eh bien il commence à montrer les crocs. Mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout, est-ce vraiment légal tout ça? Que ce soit du côté des gens qui trifouillent dans les systèmes et qui les modifient, mais aussi du côté des éditeurs officiels. Car oui, il y a de la récupération de données par ces derniers de mode non officiel et ça sans autorisation. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler des jeux et des programmes du passé mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Ce serait dommage après tout de ne pas profiter de nos superbes ordinateurs pour pouvoir tout faire avec. Surtout en plus si ce dernier incorpore la toute nouvelle line-up d'AMD Ryzen Threadripper qui sponsorise la vidéo. Voici donc la toute nouvelle série AMD Threadrippers Pro 7000WX et si vous travaillez sur votre ordinateur, ces derniers peuvent clairement changer votre vie. Avec leur architecture Zen 4, une fréquence boost maximum de 5,3 GHz, du PCI Express 5.0 et surtout jusqu'à 96 cœurs physiques, ce qui donne 192 cœurs logiques. Ça en devient délirant, hein. Très sincèrement il devient impossible de mettre à genoux un ordinateur sur du multitâche tellement il peut répartir de puissance absolument partout et les utiliser pour pouvoir faire d'énormes rendus, que ce soit pour de la 3D ou de l'animation par exemple, ou encore dans mon cas personnel à moi du montage vidéo. En général j'ai toujours Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder, Adobe Photoshop et 150 onglets Chrome ouverts tous en même temps. Et bien avec ça et sa combinaison avec la mémoire vive DDR5 utilisable avec ses processeurs, vous ne verrez aucun problème de saturation. Et surtout vous serez diablement plus efficace car fini les temps d'attente de fou furieux à chaque rendu qui vous oblige à aller faire un tour dehors. Sur du rendu 3D par exemple, c'est simple, il y a moyen de gagner jusqu'à 27 minutes par heure de productivité. Vous n'aurez plus l'excuse du bah désolé je peux pas bosser, mon PC est occupé à faire un rendu. Avec le lien qui se trouve en description, retrouvez plus de détails sur la série Ryzen Threadripper Pro 7000WX et sur les processeurs proposés par AMD qui vous feront pencher vers le côté rouge. De mon côté, je suis passé sur du Ryzen depuis la toute première génération hein, et je n'ai jamais changé depuis. Suffit de voir les builds que je propose au fur et à mesure du temps. Genre là pour vous dire, j'ai un AMD Ryzen 7950X dans le PC que j'utilise en ce moment même pour enregistrer cette vidéo. Clairement des monstres de puissance tout ça, hein. Ce qui change de l'époque, hein, parce que pour jouer à nos jeux vidéo d'antan, on n'avait pas du tout la même. En effet, on a eu une sacrée évolution à ce niveau et les consoles à la mode il y a 30 ans peuvent tourner sans aucun problème sur des appareils qui font la taille de l'un de mes doigts, comme le Raspberry Pi Zero qu'on peut trouver à 20 balles. D'ailleurs de mon côté, bah c'est la toute première vidéo qui avait énormément percé sur ma chaîne, hein, où j'avais pris un Raspberry Pi 3, un micro-ordinateur à 35 €, j'avais imprimé en 3D un boîtier qui ressemblait à une petite NES et bam on pouvait jouer à tous nos jeux favoris jusqu'à la PS1. Ouais, cette vidéo a bientôt 8 ans hein. Et clairement ça a intéressé énormément de monde et cette année il y a même eu un nouvel essor encore avec la sortie d'énormément de consoles de poche pour en faire tourner plein de jeux à des prix super sympas, genre la Unburning RG35XX Plus à 60 balles que je vous avais testé il y a quelques temps et qui vous avait aussi beaucoup intéressé. Bon, les émulateurs ça date quand même de bien avant, mais c'était pas aussi répandu. En cherchant sur des archives un peu partout, on pourrait dire que les premiers émulateurs datent de 1994 et c'était surtout pour du jeu d'arcade. Pour les plus jeunes d'entre vous, à une époque, il y avait des endroits où on pouvait avoir plein de machines pour jouer à des jeux vidéo car les consoles de salon n'étaient pas aussi répandues. Problème de ces machines, bah c'est compliqué de les avoir chez soi et on ne décide pas de quelle borne va se retrouver dans la salle d'arcade. Et comme en général une borne égale un jeu à l'époque, bah on est dépendant de la salle concernant le choix des jeux. Bref, l'émulation répond surtout à un besoin de praticité et à un besoin de préservation. Bon ok, dans ce cas des jeux d'arcade, hein, il y avait aussi le fait que ça coûte vite une fortune d'y jouer car fallait payer à la partie et les jeux étaient conçus pour être bien difficiles pour vous donner envie de remettre une pièce. Ouais, le pay to win avant l'heure, hein. Mais en général, bah on émulait déjà de vieux jeux car là on parle de Pac-Man, Asteroids, bref des trucs qui datent des années 80, c'était le rétro de l'époque. Et c'est clairement quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que sans ces émulateurs qu'on voit partout de nos jours, une énorme majorité des jeux créés par l'homme ne seraient juste plus du tout jouables. En juillet 2023, la Fondation sur l'histoire du jeu vidéo a annoncé une statistique terrifiante, 87% des jeux existants ne sont plus du tout jouables de manière officielle.
logiciel. Donc sans émulateur pour les faire tourner et sans ROM qu'on a évidemment copié nous-mêmes, près de 9 jeux sur 10 seraient perdus à jamais. Car oui, du code source perdu, ça arrive giga souvent. Genre il y avait eu par exemple Silent Hill ou encore Kingdom Hearts. Et c'est ça aussi la différence, c'est que les émulateurs, en soi ils sont complètement légaux. Mais c'est ce qu'on en fait qui peut rendre le tout un peu shady. Car les fichiers système de la console, faut aller les récupérer soi-même. Et les jeux aussi, et c'est ça qui pose problème. Enfin normalement ça pose pas problème si on l'a fait nous-mêmes et qu'on a vraiment acheté tout ça. Mais bon, c'est vrai que cette zone grise est beaucoup utilisée. Et on va clairement être honnête, c'est souvent avec une belle mauvaise foi. Car oui, les Dolphin, Yuzu, PSSX et j'en passe, tant qu'ils filent pas de fichiers copyrightés, on dit que c'est bon. Mais bon, on sait très bien c'est quoi l'usage final. Donc je trouve que c'est quand même un petit peu jeu au débile, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut quand même faire sacrément la part des choses. Typiquement, je suis quelqu'un qui est vraiment répugné par le piratage quand c'est fait contre des acteurs qui ne le méritent pas. Par exemple sur des jeux qui viennent de sortir et qui sont de qualité, à ne pas prendre les gens pour des idiots et à foutre des microtransactions toutes les 4 secondes. Par exemple un Witcher 3 qui est fourni sans DRM un peu partout et donc sans sécurité pour que justement il y ait du confort pour tout le monde, se retrouver sur les sites pirates dans la seconde car l'éditeur a voulu être cool. Et oui, je suis pas giga fan de ce genre de truc et ce genre de move ne fait que pousser l'industrie du jeu vidéo free to play qui lui de son côté aura son accès gratuit à tout le monde, donc il n'y a plus de piratage, mais où les microtransactions seront aussi payantes pour tout le monde car là c'est connecté à internet et tout ça change énormément le gameplay des jeux en question car son design sera basé autour. Bref, je vais pas refaire ma vidéo sur ce que je pense du futur du jeu vidéo. Je vous laisse aller regarder avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite si vous voulez plus de détails sur ce que je vois pour la suite du 10e art. Si ça se trouve on pourra bientôt payer 2 € par voyage rapide dans un jeu maintenant. Ah, je crois que ça vient d'arriver il y a quelques jours. Mais du coup, émuler de vieux jeux vidéo ou alors des jeux qu'on a achetés sur d'autres consoles, ça je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème. Et en vrai, c'est même profitable pour des éditeurs. Par exemple, je refuse de croire que l'existence du remake de la trilogie Crash Bandicoot n'a pas été produit car justement énormément de gens rejouent au vieux Crash via des émulateurs PS1 et qui fait rejouer à ces vieux jeux. Tout ça a permis de voir que ça avait un attrait et aujourd'hui Crash Bandicoot Insane Trilogy a été un énorme succès commercial avec plus de 10 millions de ventes annoncées en février 2019, ce qui nous a permis carrément d'avoir un Crash 4, même si lui il aurait dû s'appeler Crash 18 si on les compte tous et en plus qui a pas giga marché. Et malheureusement couplé à la situation actuelle du monde vidéoludique, le studio derrière a carrément été jeté par Sony et est devenu indépendant. Oui ok, la fin de l'histoire est pas clope mais le début est pas trop mal. Et c'est vrai que l'état actuel de l'industrie ne doit clairement pas faire sourire beaucoup de monde, ce qui peut justifier ce grondement supplémentaire ces derniers temps, surtout que dans ce cas-là, ce qui a fait beaucoup de mal, c'est surtout le leak de Tears of the Kingdom qui était disponible des semaines avant sa sortie officielle sur le web, et aussi de pas mal de jeux Pokémon, tiens. J'en avais parlé d'ailleurs à l'époque en fait, et j'avais même prévenu que ça allait créer des suites sans précédent. Mais on est pile dedans. En effet, cette version qui a fuité était donc jouable via un émulateur, et le truc c'est que Yuzu a énormément joué là-dessus, et a donc gagné beaucoup de donations via son Patreon à cette période. Donc ouais, là c'est compliqué quand même de dire qu'on n'est pas responsable et qu'on ne fait que proposer un outil, parce que ça a été quand même beaucoup sous-entendu, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Nintendo a donc commencé à montrer les crocs début mars 2024, soit une bonne année après tout ce bazar, et Yuzu a directement fui, avec un accord pour payer 2,4 millions de $ à Nintendo tout en supprimant intégralement toutes les copies de son émulateur. Et ça en quelques jours, parce que justement il n'y a pas eu de procès. Un travail de plusieurs années complètement ravagé, et même plusieurs travaux, car Citra, un émulateur de 3DS qui était aussi géré par les mêmes devs, a dû dégager lui aussi. Tout ça, on en a beaucoup parlé déjà, sur des contenus courts notamment, j'espère que vous les suivez assidûment. Si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne les raterez plus et vous serez toujours à la page sur le côté technologique. Genre j'ai parlé récemment d'un robot qui sait faire du café tout seul, quand même super sympa de le savoir, non? Malheureusement, la nouvelle est arrivée aux oreilles d'autres fabricants de consoles, ce qui n'a pas manqué de leur donner des idées. Et c'est certain que leur seule préoccupation actuelle est de réussir à tuer tous les émulateurs et les modes non autorisés sans causer trop de drama. On est en train de vivre une hécatombe de la culture vidéoludique à cause de ça. Même des sociétés comme Valve commencent à faire la même. Alors ici on parle pas d'émulation, surtout qu'il serait mal placé pour en faire fermer vu qu'il faisait quand même la promo aussi de Yuzu dans les publicités du Steam Deck. Donc ce serait cocasse. Mais côté modding, c'est bien le cas. Avec Team Fortress 2 Source 2 qui a pris très cher avec une demande de retrait et donc la suppression d'absolument tout le projet. Le moteur Source 2 est ouvert, mais ça ne donne pas pour autant le droit de recréer un truc autour de Team Fortress 2. Et en soi en vrai normal, même s'il faut pas oublier que TF2 doit être le jeu le plus oublié par Valve. Y a rien eu en mise à jour depuis des années. Alors qu'en vrai c'était trop cool comme jeu et j'adorais refaire des rocket jump sur le nouveau moteur Source 2. Et ça à une époque, Valve aurait limite engagé les gars pour qu'ils fassent le même sous leur nom, comme c'était le cas avec Gary Newman qui a créé Gmod à l'époque et qui est devenu un jeu à part entière, alors que c'était un mode Life. Et oui ok, c'était dans un outil de modding d'un jeu et pas juste du moteur source, mais ça change rien à mon sens. Il y a une vraie fermeture en ce moment sur un média assez ouvert qui est en train de se produire. Et oui, du coup on va aussi parler de modding dans cette vidéo et pas que d'émulateurs car les deux sont assez liés tout de même. Moins pour des jeux PC il est vrai, mais pour du jeu console le lien est vachement
techniquement fort. Clairement, on ne va pas modifier des jeux directement sur le tactile de la Switch, hein. Histoire de retourner d'ailleurs à la société japonaise, il y a aussi eu Portal 64, un fangame Portal pouvant tourner sur une vraie Nintendo 64 qui a donc évidemment usé d'émulateurs pour son développement. Et pour ce projet-là, bah c'est pas Valve qui a posé souci, mais toujours et encore Nintendo qui refuse qu'on crée des jeux fonctionnant sous Nintendo 64. Car après tout, on sait pas, peut-être qu'en 2025 ils vont décider de revendre en magasin à Micromania. Vraiment, ça me dépasse de vouloir être aussi strict là-dessus, hein. Et franchement, si un mec sort un jeu sur Nintendo 64, ce serait hypocrite de dire que ça leur fait perdre de l'argent tout ça. Et en réalité, bah pour moi c'est plutôt l'inverse. Oui, il y a des exceptions, et ça clairement je le contredirais pas. Le leak de Zelda Tears of the Kingdom a été un vrai massacre. C'était vraiment nul que ce soit arrivé, et ça aurait jamais dû se produire. Mais déjà, faudrait savoir d'où vient la fuite chez Nintendo. Mais à cause de ça, on a des dégâts collatéraux de fou, et on risque de perdre encore plus de jeux avec le temps. Surtout que bah Citra par exemple, pour reparler de lui, bah c'était super utile pour jouer à des jeux 3DS. Encore plus en ce moment car l'eShop a fermé depuis mars 2023 et les outils de communication en ligne seront stoppés le 8 avril 2024. Autrement dit, sur une vraie 3DS, on pourra plus jamais jouer en ligne à Animal Crossing ou à Monster Hunter, chose qu'on aurait pu contourner avec des émulateurs bien plus facilement. Et pour moi, comme on a pu le voir justement avec cette perte de patrimoine, les émulateurs sont un moyen indispensable afin de préserver cet héritage. Car c'est vrai qu'on parle beaucoup d'émulation de jeux, mais grâce à tout ça, on peut aussi du coup les modifier et aller potentiellement bien plus loin que ce qui était prévu à la base en termes de graphisme. Et tout ça, ça permet de créer de nouvelles limites et de nouvelles expériences. Et c'est donc bénéfique pour l'art entier, c'est super important. Genre un exemple tout bête que je peux vous donner que j'avais expérimenté avec mon setup triple écran 96/9 était le fait de pouvoir jouer à Zelda Breath of the Wild en ultra large. Alors ok, ça marche pas forcément à la perfection, hein, mais ça permettait de créer une nouvelle vision d'un jeu, d'une nouvelle possibilité, et tout ça n'aurait jamais été possible sans émulation. Car j'aurais branché ma Switch aux 3 écrans en même temps, bah elle aurait juste explosé dans la seconde. Et il y a même des œuvres complètes qui existent uniquement grâce à ça. Typiquement, bon, on a pu parler de Valve et de Gmod, mais par exemple il y a aussi Dota qui à la base c'est du modding de Warcraft 3, Counter-Strike c'est du modding d'Half-Life, et Rare existe aussi grâce à ce genre de truc. À la base ils ont quand même craqué le code de Nintendo 64. Nintendo les a contactés pour leur dire bon ok c'est pas cool, mais on fait un partenariat avec, et grâce à ça on a eu Banjo et Kazooie et GoldenEye quand même. Et ça c'est des vieux exemples, mais il y en a plein qui seraient ultra ouf aujourd'hui. Typiquement tous les mods de Mario 64 faits par Casey et Manuar qui sont de superbes jeux. Super Mario 64 Last Impact pour citer son meilleur, encore Super Mario Star Road de Skelux. Tout ça sont des jeux à part entière qui existent grâce au modding et par extension à l'émulation qui a permis de préserver de vieilles œuvres. Et clairement je suis sûr que Nintendo pourrait sortir des sortes de packages de tous ces jeux là et ça ferait plaisir à vraiment tout le monde parce que ce sont vraiment d'excellents jeux. Et surtout en dehors de ça, ça a permis de préserver Super Mario 64. Car oui, sans l'émulation, le Super Mario 64 originel, eh bien il aurait été perdu depuis longtemps. Vous pensez vraiment que des gens sortiraient leur horrible manette N64 pour y rejouer? Soyons honnêtes quand même 3 secondes. Hein. En plus, Nintendo a pu mesurer qu'il y avait encore une hype au jeu grâce à l'émulation pour ainsi le reproposer récemment sur Switch sous la forme d'un remake de la trilogie. Encore une fois, ils ont gagné des sous grâce à ça. Mais bon, c'est dommage, ça reste que les jeux de l'époque et clairement les niveaux en plus de ces mods auraient été trop cool. Mais bon, franchement, ça aurait été culotté qu'ils volent le contenu créé par des modeurs sans leur demander pour rajouter des niveaux ou des designs pour revendre ce vieux jeu. En tout cas, eux en sont pas encore arrivés là parce que d'autres ont commencé déjà à le faire. Par exemple, le tout dernier remake de Star Wars Battlefront. Ici, le jeu est ressorti aussi car il y avait une hype passée, ce qui peut être compréhensible de faire des remakes. Ce qui l'est quand même moins un petit peu, c'est déjà qu'un jeu de 2004 qui pesait 7 Go à l'époque en pèse 57 aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a dû avoir un travail de sagouin sur l'optimisation, mais le pire c'est qu'ils auraient copié des designs d'un mode créé par un fan du jeu. Ouais, et là ils ont rien demandé, donc c'est du vol littéralement. Après officiellement c'était pas vraiment la propriété du bonhomme car il n'avait pas les droits de modification sur l'univers Star Wars. Mais encore une fois, tout le monde gagnerait dans tous les mondes, bah si justement des mecs qui sont motivés à développer et à modifier votre jeu, eh bien vous les engagez quoi tout simplement. Parce que si vous pensez qu'ils ont fait du bon boulot en améliorant votre projet, même si c'était pas légal dans le cas où votre jeu ferme la possibilité du modding, mais pourquoi justement ne pas améliorer le tout pour plus tard? Là tout ce qui se passe c'est de dégoûter des gens qui étaient tellement admiratifs des jeux qui pouvaient carrément les modifier et les rendre meilleurs. Encore une fois, l'exemple de Rare était clairement fou à l'époque. Pourra-t-on encore émuler voire modifier de vieux jeux bientôt? Est-ce que tout ça sera enfermé derrière des barreaux où on ne pourra plus rien faire avec? Ouais, compliqué de le savoir, car étant donné que de toute façon Yuzu a directement fui sans cligner de procès, bah y a absolument pas de jurisprudence ici, donc impossible de savoir sur quel pied il faut réellement danser. Triste hein, mais ce qu'il faudrait pour répondre à cette question, c'est qu'un procès va au bout. Donc bah des années de procédure, des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat, un enfer à gérer en somme. Et quand on voit que même un Yuzu qui pourtant avait des ressources a préféré ne même pas combattre, difficile d'imaginer voir un autre acteur émerger et tenir tête. Aujourd'hui d'ailleurs il y en a qui essayent de faire un nouveau Yuzu, sobrement appelé Tsuyu. Oui, bon, le niveau nom ils sont clairement pas foulés et l'émulateur reprend le code source de Yuzu. Le truc c'est qu'il est déjà attaqué dans tous les sens et justement récemment lui aussi a subi un strike, mais là pas par Nintendo mais par GitLab directement, qui lui servait d'hébergeur. Alors du coup ils ont pas dit leur dernier mot, ils vont héberger eux-mêmes l'émulateur de leur côté, mais ça changera pas du tout ce qui se passait, c'est pour des raisons de DMCA et vu que Yuzu a fui instantanément, Nintendo va clairement pas les laisser héberger
à eux-mêmes et ils risquent de se prendre une sacrée fessée rapidement et là ils auront pas les moyens derrière. Pour vous dire que vraiment tout change en ce moment même, sur le YouTube PokéFR, des créateurs commencent à se faire strike des vidéos modification de ROM, alors que ces dernières ont quand même plusieurs années. Oui, je vous avais parlé d'un mode au tout début, mais c'était aux États-Unis, mais même en France ça commence à arriver. Oui, ils sont clairement passés à l'attaque, donc prévenez vos youtubeurs Nintendo favoris car ils risquent de se faire oblitérer en 2-2. Hein. Alors oui, là c'est Pokémon Company, c'est pas complètement Nintendo, mais enfin les deux sont extrêmement liés, on va pas se mentir, et clairement ce qui se passe avec Yuzu joue beaucoup aussi pour ce qui se passe avec les mods, c'est certain. Vraiment, si avec ça il y a encore des gens fans de Nintendo, je comprends plus rien en ce monde. Hein. Déjà quand je vois l'obstination des joueurs de Versus continuer à jouer à Smash Bros alors que Big N déteste la scène e-sport et il le fait bien savoir, clairement masochiste et fan Nintendo devraient être des synonymes. Est-ce que vous de votre côté vous utilisez encore des émulateurs et surtout quand vous le faites c'est pour rejouer aux expériences comme à l'époque ou alors pour pouvoir parfaire vos jeux d'antan? De mon côté, le dernier exemple que j'ai en tête c'est quand j'ai voulu refaire justement Crash Twinsanity de son côté, un des Crash Bandicoot les plus sous-cotés de l'ère PS2, surtout avec son OST a cappella dantesque avec aucun instrument. Grâce à une vidéo random sur le web à 2000 vues, j'avais pu donner une seconde jeunesse à ce jeu qui est presque devenu un lost media avec le temps. Donc clairement, je remercie les émulateurs pour ça, exactement comme les vieux Crash dont j'ai parlé, tiens. D'ailleurs, si vous vous posez la question, oui, j'avais vraiment acheté ces jeux sur la console d'origine, et je ne dis pas ça juste pour la vidéo. Bon, la boîte a pris cher quand même depuis le temps. Hein. Regardez-moi ces jolis CD d'époque, les fameuses versions Platinum. Encore merci à AMD d'avoir sponsorisé la vidéo, vous trouverez des informations sur leur processeur directement dans la description. D'ailleurs, si vous voulez rejouer à vos jeux d'antan, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur cette fameuse petite console rétro Game Boy permettant de jouer à tous ces vieux jeux avec un form factor ultra intéressant. Car au moins on a vraiment un tout petit truc dans la poche mais avec de vrais boutons physiques, c'est trop agréable à utiliser. Je sais que ça vous avait énormément plu et à ma connaissance il y a plus de 1200 personnes qui ont acheté la bête après avoir vu la vidéo, donc clairement ça vous a fait son petit effet. Donc si vous n'avez pas encore vu ce joujou à 60 balles qui peut certainement vous plaire, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!